juin. Nous allons rencontrer le représentant du business russe et français. Parlerons aux membres du Conseil de coordination du dialogue de Trianon et puis nous allons avoir des discours lors de la séance plénière du forum. Aujourd'hui, avec M. Macron, nous avons eu des négociations bilatérales dans un format restreint et puis avec la participation d'autres membres de délégation. Nous avons parlé en détail des sujets d'actualité dans les relations russo-françaises et de l'agenda international. Nous allons signer les accords interministériels et des accords commerciaux qui ont été préparés spécialement devant la visite de son Excellence, Monsieur le Président. Et dans le cadre du forum, il y aura aussi un nombre de documents signés, notamment des accords corporatifs. La France est notre partenaire traditionnel. Et nous chérissons les relations mutuellement avantageuses avec ce pays. Nous essayons de les développer d'une manière active et nous entretenons avec M. Macron un dialogue politique intense et nous parlons souvent par téléphone. Nous avons une belle coopération entre nos ministères extérieurs et ministères spécialisés. Il y a des contacts entre les parlements et les sociétés civiles. Évidemment, nous avons parlé en détail de l'économie et nous nous réjouissons de constater qu'après l'année précédente, nos échanges commerciaux ont augmenté de 16,5%. Et en janvier et en mars, ils ont augmenté encore de 25%. Et le volume général d'investissement en économie française par la Russie est de 3 milliards de dollars et des Français en Russie, 15 milliards de dollars. En général, si on parle de l'économie et du commerce entre deux pays, il est assez de dire que 500 sociétés françaises travaillent en Russie. Les sociétés françaises participent à la production et à la liquéfaction du GNL et Rosatom garantit 27% des nécessités françaises en combustible uranium. En même temps, nous réalisons des projets d'envergure dans d'autres domaines. La production automobilière, la production mécanique, aérienne, alimentaire et agricole. Le milieu d'affaires français localise en Russie beaucoup d'industries de pointe. Il est à dire aussi qu'une ligne caractéristique des liens entre nos deux pays, c'est l'intérêt mutuel des peuples et des pays de l'un à l'autre. Notre histoire compte beaucoup de siècles et est liée par une culture interliée. Et cette année-là, nous célébrons 200 ans de la naissance du chorégraphe français et russe Marius Petipa. Il y a des événements organisés dans le cadre de l'année croisée des langues de la littérature russe et française. Et dans ce contexte, je voudrais aussi mentionner que nous avons commencé à mettre en pratique l'initiative présentée par le président français sur la création du forum du dialogue russe-français des sociétés civiles, le dialogue de Trianon. Il y aura la première séance de ce conseil de coordination du dialogue de Trianon et demain, avec M. Macron, nous allons rencontrer ses participants. En ce qui concerne nos négociations avec M. le Président sur les sujets internationaux, ils ont couvert presque tous les sujets d'actualité. Notamment, nous avons parlé de la situation qui se déroule à l'occasion de la décision unilatérale américaine de sortir de l'accord du plan conjoint d'action sur le programme iranien nucléaire. Dans le contexte de la Syrie, nous avons constaté qu'il est nécessaire de contribuer au règlement politique à long terme, notamment compte tenu des recommandations qui ont été prises par le Congrès du dialogue national syrien. La Russie poursuivra le travail avec le gouvernement syrien, avec l'opposition dans le cadre du processus d'Astana. Ce format s'est prouvé viable et porte des fruits. Nous sommes prêts à contacter aussi avec le Small Group. Évidemment, nous sortons du fait qu'il est nécessaire de respecter les principes de la sérénité et nous avons décidé avec M. le Président comment concerter nos efforts. Une tâche prioritaire pour nous, c'est la formation et le lancement du comité constitutionnel. À Genève, nous avons salué la décision de Damas d'envoyer ses représentants au sein de cette structure. Nous avons parlé aussi du conflit au sud-est de l'Ukraine. Nous avons accentué l'importance de réaliser strictement les accords de Minsk pour garantir la résolution compréhensive, stable de la crise interne ukrainienne. Nous avons parlé aussi d'autres questions d'actualité d'aujourd'hui.
Nous avons parlé du travail commun dans le cyberespace. Je parle du respect des normes internationalement reconnues, de la lutte contre le crime, notamment dans l'espace cyber. Nous allons poursuivre nos contacts avec M. le Président demain, mais déjà, je voudrais remercier Son Excellence, M. le Président, pour les négociations qui se sont déroulées dans une ambiance d'affaires et d'ouverture et ont été très utiles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Vladimir. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, je veux avant tout remercier le Président Poutine pour son accueil. Et nous venons en effet, il vient d'en rendre compte, d'avoir un échange en tête-à-tête, puis un échange élargi qui a été, comme c'est toujours le cas entre nous, extrêmement direct et franc, mais je dois dire plus long que nos équipes ne l'avaient initialement prévu, parce que très fructueux et qui nous a permis, je crois pouvoir le dire, d'échanger en profondeur la vision aussi que nous avons de nos histoires et de nos devoirs contemporains. Il y a un peu plus d'un an, nous étions ensemble à Versailles et nous avons ensuite cheminé pour voir cette exposition Pierre le Grand qui était organisée et qui racontait le voyage de Pierre le Grand en France auprès de Louis XV, puisqu'avec Louis XIV, ce fut un rendez-vous manqué. Et nous voilà aujourd'hui dans sa ville et dans un lieu qui n'a rien d'innocent au regard de cette histoire, dans cette ville de Saint-Pétersbourg qu'il avait voulu comme une fenêtre sur l'Europe, où il avait fait venir nombre d'artistes, d'intellectuels de son temps, comme ensuite Catherine II le fera aussi. Et ce lieu, cette ville, je crois, nous rappelle ce qui nous lie très profondément. Et c'est aussi pour cela que, lorsqu'en 1966, le général de Gaulle avait voulu venir prononcer un grand discours et faire un grand geste politique, il avait choisi Saint-Pétersbourg pour rendre hommage à la résistance héroïque des soldats soviétiques et des civils russes assiégés par l'armée hitlérienne. Et je me rendrai demain, à mon tour, à la nécropole pour rendre hommage aux soldats qui se sont battus et qui sont tombés, mais aussi aux civils, et à toutes les victimes du siège de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale. L'escadrille Normandie-Niemen avait une devise, et elle n'est jamais loin lorsque nous pensons à ces moments de l'histoire. Nous avons volé dans le même ciel. Et c'est un peu de cela aussi dont il s'agit, pensant également aux quelques combattants français qui ont été aux côtés de votre ville et de votre peuple. Votre ville, Monsieur le Président, parce que Saint-Pétersbourg, c'est en effet la ville qui vous a vu naître, grandir, étudier, administrer, et qui aujourd'hui nous réunit à l'occasion de ce Forum économique international auquel la France en effet participe cette année en tant qu'invité d'honneur aux côtés du Japon, et je tiens à vous remercier pour cette invitation. Et nous poursuivons, ce faisant, le fil historique dans lequel nous avons le choix d'inscrire nos échanges. Et je suis convaincu que nos deux pays ont vocation et intérêt à définir, pour reprendre les termes de Dostoïevski dont nous parlions tout à l'heure dans son discours sur Pouchkine, un vrai terrain de conciliation pour toutes les contradictions européennes. C'est sans doute un peu de cela dont il s'agit lorsque nous parlons de la relation entre nos deux pays. Nous avons toutes les contradictions européennes qui habitent nos peuples à relever, mais nous savons et nous avons su par le passé, et nous le saurons demain aussi, construire un vrai terrain de conciliation. Nous avons un partenariat historique, il est là et il est fort, et la France et la Russie ont en commun d'avoir hérité du combat de leurs aînés une place à part, celle de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette place à part, dans les temps que nous vivons, nous oblige, et nous en avons parlé avec le président Poutine. Elle nous oblige parce que je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix l'un et l'autre que de croire et défendre ce que j'ai pu appeler il y a quelques semaines un multilatéralisme fort.
c'est-à-dire une grammaire de nos relations internationales qui croit à la coopération, qui croit aux règles dont nous nous sommes dotés, qui veut les respecter, mais qui considère que ces règles ne sont pas simplement des mots qui vaudraient pour les plus faibles ou ceux qui ne savent pas les faire respecter. Cette responsabilité qui est la nôtre implique un dialogue construit, constant et une indépendance. Et le président Poutine le sait, la politique étrangère de la France, sous ma direction, est pleinement indépendante. Nous ne nous alignons jamais sur personne, nous prenons nos décisions par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Nous croyons dans l'Europe pour en démultiplier la force. Nous souhaitons aussi que ces décisions, lorsqu'elles sont prises, puissent être respectées en prenant en compte les intérêts de nos partenaires. Et notre dialogue avec la Russie est un élément de cette indépendance, comme l'est notre appartenance à une Europe démocratique et souveraine, comme l'est la relation que nous avons aussi avec notre allié des États-Unis d'Amérique, et c'est constitutif de ce multilatéralisme fort que j'évoquais. Nous parlons à tous, et c'est la marque de notre indépendance. Nous le faisons de manière directe et franche. C'est la marque de notre fiabilité. Je suis très lucide sur les incompréhensions qui ont pu exister et s'installer entre nous. Une part de ces incompréhensions, je dois dire même l'essentiel, ne nous est pas imputable. Mais elles sont là. Et il faut donc savoir y revenir. Nous connaissons les termes du débat, mais je souhaite ici que nous puissions avancer ensemble. Et dès nos premiers échanges avec le président Poutine, c'est sur cette base que nous avons souhaité travailler. Ce multilatéralisme fort, cette indépendance de la politique étrangère française va aussi avec quelques principes auxquels je crois. Je crois que nous devons œuvrer, que c'est notre intérêt conjoint pour défendre notre sécurité collective, que nous devons aussi défendre nos valeurs partout, mais que nous devons également respecter partout la souveraineté des peuples. Et je m'oppose clairement à je ne sais quelle prétention de vouloir se substituer à leur choix. Et sur ce terrain, j'ai été clair dès le premier jour, la France prend des positions, elle construit des alliances, elle peut intervenir quand le non-respect était évident quant à certaines règles qui avaient été édictées avec une légitimité internationale réelle, mais jamais pour se substituer à la souveraineté d'un peuple. Je respecte aussi le rôle renforcé que la Russie se donne dans son environnement régional et dans le monde, en particulier au Moyen-Orient. Et avec ce rôle retrouvé vient aussi davantage de responsabilités. Et je suis pleinement conscient, et je sais que le président Poutine l'a en tête. En même temps, et le président le sait, j'attends de la Russie qu'elle respecte elle aussi nos intérêts, notre souveraineté, celle de nos partenaires européens avec lesquels notre solidarité sera toujours sans faille. Et de cela aussi, nous avons parlé. Je pense que nous pouvons collectivement cheminer. Au fond, ce qu'il nous faut aujourd'hui, compte tenu de notre histoire, de ce moment et des règles que nous avons fixées et des intérêts qui sont les nôtres, continuer à bâtir une confiance commune. Et je souhaite, pour ma part, que la Russie comprenne que la France est son partenaire européen crédible, ouvert et fiable pour préparer l'avenir. Et je crois que la discussion que nous avons eue allait dans ce sens. J'ai proposé au président Poutine de s'engager avec la France dans la définition justement de ce multilatéralisme fort qui doit nous permettre de poser les fondements de l'ordre mondial contemporain, un multilatéralisme qui ne soit plus la coquille vide des affrontements idéologiques, mais qui produise des résultats sur des bases claires et qui permettent d'obtenir des solutions concrètes. C'est l'intérêt de nos pays et je crois ce qui également nous anime. C'est fort de ces principes et dans cet esprit que nous avons abordé les grands dossiers internationaux sur lesquels le président Poutine vient de revenir. Sur le dossier iranien, les 3 pays signataires européens, comme la représentante Mogherini, ont très clairement dit dès la décision américaine que nous restions dans l'accord et que l'accord du 14 juillet 2015 était pour nous un accord que nous avions signé et que nous devions respecter.
Et je souhaite que l'ensemble des signataires restent dans l'accord et le préservent. Nous avons ainsi décidé la semaine dernière à Sofia, au niveau européen, de nous doter des instruments et des garanties à l'égard des entreprises pour s'assurer de la pleine efficacité à tous égards, y compris sur le plan économique, de cet accord. Mais je souhaite aussi que nous puissions travailler avec toutes celles et ceux qui y ont intérêt pour que cette efficacité soit pleine et entière et que nos entreprises puissent aussi trouver des solutions pragmatiques avec d'autres pays et d'autres entreprises qui ont intérêt, comme certaines entreprises d'ailleurs l'ont fait ces derniers jours, pour préserver leurs intérêts lorsqu'elles sont très exposées aux États-Unis, au marché américain, mais qu'on puisse garantir à l'Iran la viabilité des projets qui ont été lancés. Dans le même temps, je souhaite que l'Iran reste pleinement engagé dans l'accord nucléaire et ne reprenne aucune activité. À cet égard, je considère que les dernières informations transmises par l'AIEA vont dans la bonne direction et sont réconfortantes. J'ai dit au président Poutine cette volonté, je crois que nous la partageons et nous avons l'un et l'autre acté de cette volonté commune de préserver ce cadre qui nous semble être un cadre utile pour la sécurité régionale. J'ai dit aussi au président Poutine quelles étaient nos autres préoccupations et je crois là aussi pouvoir dire que nous les partageons. L'activité nucléaire après 2025, l'activité balistique et l'activité régionale de l'Iran. Je souhaite que nous puissions engager avec l'Iran, et j'ai eu l'occasion de le dire à 2 reprises au président Rouhani, un dialogue sur ces sujets. Et il est évident que ce dialogue n'est possible que si nous savons collectivement aménager ce cadre crédible de l'accord de 2015, ce que nous sommes en train de faire. Et donc je crois qu'il est cohérent que nous œuvrions ensemble à l'égard de l'Iran pour engager dès maintenant un dialogue franc, sincère, mais indispensable pour la sécurité régionale qui permette d'avancer sur l'ensemble de ces sujets. Vous avez reçu il y a quelques jours le Premier ministre israélien, je pense qu'il vous en a aussi parlé. Nous connaissons l'un et l'autre toutes les puissances, amies, alliées ou que nous respectons de la région. Elles n'ont pas forcément la même lecture que nous de la situation, mais nous ne pouvons mésestimer leurs inquiétudes et leurs intérêts. Et donc, pour éviter toute escalade, notre volonté est de construire cet accord plus large dans la région avec l'Iran et d'œuvrer ensemble pour ce faire. En Syrie, l'intensification des tensions entre Israël et l'Iran démontre le risque, là aussi, d'une escalade de grande ampleur. Le moment est clairement venu de mettre autour de la table toutes les puissances concernées par la crise syrienne pour parvenir à un règlement politique du conflit. Le président Poutine l'a dit, il y a aujourd'hui 2 formats qui existent, le format dit d'Astana et le format dit du small group que nous avons constitué il y a maintenant quelques mois. Ces 2 formats sont complémentaires. Et sur le sujet syrien, j'ai toujours été clair. Notre priorité, notre volonté, c'est l'éradication du terrorisme et la lutte contre le terrorisme islamiste. Et même si nous avons pris des décisions très claires et toujours eu des positions claires vis-à-vis de Bachar el-Assad et de sa politique, la politique française n'est pas de procéder depuis l'extérieur à quelque changement de régime que ce soit ou à quelque transition. Ce n'est pas ça, depuis le mois de mai 2017, notre politique. C'est celle qui consiste à construire une solution politique inclusive qui permettra d'élaborer le cadre constitutionnel, qui permettra à tout le peuple syrien, y compris les Syriens ayant dû fuir, de voter et de choisir pour leur gouvernant. C'est cela le point d'aboutissement du processus politique qui est le nôtre. Et je crois pouvoir dire que notre discussion à cet égard était extrêmement instructive, en tout cas pour moi. Et donc, nous avons souhaité, comme l'a dit le président Poutine, mettre en place un mécanisme de coordination entre le groupe d'Astana et le small group. C'est pour moi une avancée très importante en termes de gestion du dossier syrien. Nous pouvons avoir des sensibilités différentes, c'est sûr, mais nous avons une même volonté de stabilisation, un même respect de la souveraineté des peuples, une même volonté de faire aboutir le dossier en étant inclusif et en construisant la stabilité à long terme. Et donc, ce mécanisme de coordination, nos équipes vont le construire dans les prochaines semaines, mais il aura pour finalité d'avoir
un agenda de discussion parallèle mais commun pour les deux groupes et de construire ensemble, et ce sera notre responsabilité aussi, les convergences qui permettront, je l'espère, cette solution politique. En tout cas, je crois beaucoup à cette option que j'appelle de mes vœux depuis plusieurs mois et je suis à cet égard, je dois le dire, extrêmement satisfait des avancées de notre discussion. J'ai également proposé au président Poutine que nous puissions travailler concrètement ensemble sur le terrain, sur le plan humanitaire. En effet, j'ai décidé il y a quelques semaines maintenant, à la fin du mois d'avril, de réinvestir en matière d'engagement humanitaire et en particulier de réinvestir à hauteur de 50 millions d'euros pour financer les organisations non gouvernementales présentes sur le sol syrien. Sur ce sujet, nous allons travailler au nord-ouest et au nord-est avec ces organisations et j'ai souhaité que nous puissions le faire en coordination étroite, y compris dans la zone qui est sous le contrôle du régime syrien, le faire de manière étroite avec la Russie. Je pense que c'était ce que vous appeliez aussi de vos vœux depuis plusieurs mois et que cette avancée est de nature également à nous rendre collectivement utiles sur le terrain et permettre à ces organisations non gouvernementales de mieux travailler et d'accéder aux populations qui ont les besoins les plus sévères. Sur la lutte contre le terrorisme en Syrie, la coalition achève de réduire les derniers bastions de Daesh et nous sommes d'accord pour que dans les décisions que nous prenons sur la Syrie, la nécessité de prévenir toute résurgence de cette organisation soit pleinement prise en compte. Sur le chimique, nous avons des désaccords, nous les connaissons, nous les avons partagés, mais je souhaite que nous puissions travailler sur le plan international afin de mettre en place un nouveau mécanisme indépendant, impartial et permanent qui permette d'attribuer la responsabilité d'emploi des armes chimiques et que les prochains mois puissent être utilement mis à contribution sur ce point. Sur la situation en Ukraine, enfin, le règlement pacifique de la crise au Donbass est l'élément clé d'un retour à des relations apaisées entre l'Europe et la Russie. Nous y avons tous intérêt. J'ai dit au président Poutine que les mois à venir seraient décisifs si nous voulons mettre fin à ce conflit. Le président vient de le dire, il n'y a pas d'autre solution que la mise en œuvre des accords de Minsk par toutes les parties, sur la base des propositions très concrètes que nous avons faites avec l'Allemagne. Il y aura une réunion des groupes techniques dans les prochaines semaines, puis une réunion des ministres des Affaires étrangères en format Normandie. Et je souhaite que nous puissions trouver des avancées concrètes sur ce point là aussi. Sur le plan de la relation bilatérale, nous avons, et le président Poutine l'a également évoqué, discuté de ce sujet toujours sensible, de l'activité dans le cyberespace et des cyberattaques. Et nous avons souhaité l'un et l'autre inaugurer un processus qui jusqu'alors n'existait pas, mais que nous allons mettre en œuvre, d'échange d'informations et de traitement très concret des situations pour construire un cadre commun qui permette de réguler ce cyberespace déjà entre nos deux pays et avec l'ambition d'essayer de travailler avec nos partenaires sur ce sujet absolument déterminant. Nous avons une relation économique extrêmement vivace, le président l'a rappelé, qui fait de la France l'un des tout premiers partenaires économiques en termes d'emploi comme en termes d'investissement, et sans doute le partenaire économique le plus fiable dans la durée, y compris dans les temps les plus difficiles. Demain, au Forum de Saint-Pétersbourg, la délégation française sera très importante, preuve que nos entreprises sont là et souhaitent accompagner la modernisation économique et sociale de la Russie, la diversification de son économie, son développement scientifique et technologique, et continuer à jouer ce rôle de premier employeur étranger dans le pays. Et malgré les sanctions, malgré les difficultés, elles sont présentes, comme le sont nos chercheurs, nos artistes, nos penseurs. Et je crois que c'est une présence indispensable. Nous avons aussi constaté la très bonne avancée des travaux que nous avions lancés il y a 1 an. Nous avons fait des progrès importants. Le dialogue de Trianon, qui est cette enceinte dans laquelle nous avons voulu rassembler justement les représentants de la société civile, du monde académique, culturel, intellectuel et scientifique, ont travaillé de manière active. Il a permis des échanges renouvelés entre nos sociétés civiles. 2 plateformes numériques ont été lancées en France et en Russie pour faciliter la circulation des initiatives et des idées.
Et les membres français et russes du Conseil de coordination du dialogue se réunissent tous pour la première fois ensemble physiquement à l'occasion de cette visite demain. C'est un résultat important pour développer ces liens et il a d'ailleurs permis à plusieurs jeunes Français d'être sélectionnés dans le cadre d'un concours et de découvrir votre pays, ce qui forge aussi ces relations dans la durée. Aujourd'hui et demain, nous actons plusieurs accords, une cinquantaine au total d'accords cadres et au-delà des accords d'entreprise signés devant nous, des accords de nos grands acteurs de recherche, quel que soit le secteur, le spatial, le nucléaire civil, l'énergie sont mis à l'honneur en même temps que les sciences, la recherche, la culture, le patrimoine, l'enseignement supérieur, avec la création de nouveaux doubles diplômes pour nos étudiants à Saint-Pétersbourg, ici même. L'année 2018 est aussi l'année des langues et littératures, marquée par le succès du Salon du Livre de Paris, qui succède à l'année du tourisme culturel en 2017, avec l'immense succès aussi de plusieurs expositions consacrées à la collection Choukine à Paris et à Saint-Louis et les reliques de la Sainte-Chapelle au musée du Kremlin à Moscou. C'est également la culture que nous sommes ici venus accompagner dans le cadre de ce dialogue avec, entre autres, la ministre. Nous serons demain, justement, pour célébrer l'anniversaire de M. Petipa, dont beaucoup de monde en Russie pense qu'il est français, mais qu'il est, russe, mais il était avant tout français et marseillais, je dois dire, mais il a eu un rôle, parce que la Russie lui a fait confiance, essentielle, au Mariinsky en particulier, et dans la création de nombreux ballets qui ont forgé notre histoire culturelle commune, notre identité. Sur tous ces sujets, nous souhaitons continuer à œuvrer ensemble, continuer à dialoguer, continuer à avancer. Et c'est dans ce dialogue exigeant mais volontaire que nous souhaitons, avec le président Poutine, dessiner un peu de ce siècle qui s'ouvre. Les enfants français ont appris l'immensité du territoire russe en lisant Michel Strogoff. Ils ont parfois eu peur en écoutant Pierre et le Loup. Ils ont rêvé, justement grâce au ballet de Marius Petipa. Il y a beaucoup de monde lorsque on voyage dans les villes de la Volga. On demande justement aux visiteurs les hôtels où a résidé l'auteur des Trois Mousquetaires. Les héros russes ont habité l'imaginaire français et Dostoïevski n'aurait sans doute pas été lui-même sans l'influence de la France et des auteurs français. Toute cette histoire culturelle, c'est ce qui nous oblige. Parce que nos imaginaires sont communs, ils sont européens. Ils sont européens. Et c'est surtout quand l'histoire se complique qu'il faut essayer de la rendre simple, de savoir d'où l'on vient, de constater les désaccords, mais de chercher à faire. Et donc je souhaite que la France et la Russie de demain soient à la hauteur de leur histoire pour, dans ce monde incertain, construire leur destin. Je vous remercie, Monsieur le Président, cher Vladimir. Президенты, сейчас переходим к вопросам и ответам. Всего по два вопроса смогут. Question-parole. Il y aura deux questions de la part des médias français et russes. La parole est à nos invités français. Bonjour, ma question s'adresse aux deux présidents. Quelle est votre réaction à l'annulation du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un? Et puisqu'on est sur les questions de prolifération et que vous avez évoqué l'accord nucléaire iranien, Monsieur le Président Poutine, pensez-vous, comme le Président Macron, que cet accord doit être élargi au programme balistique et à l'influence iranienne au Moyen-Orient? Et Monsieur le Président Macron, avez-vous, sur cette question de l'élargissement, trouvé un point d'accord avec Monsieur Poutine? Merci. Что касается отмены
En ce qui concerne l'annulation de cette rencontre au plus haut niveau des leaders des États-Unis et de la Corée du Nord, nous, à la Russie, l'ont perçu avec beaucoup de regrets parce que nous tous, on comptait beaucoup sur un pas important vers l'atténuation des tensions sur la péninsule nucléaire, la péninsule coréenne, et qui va donc lancer le processus de dénucléarisation de l'ensemble de la péninsule. Kim Jong-un, de sa part, a tout fait qu'il a promis à l'avance. Il a même fait exploser des tunnels et des mines sur son polygone. Mais après, voilà, on a appris cette annulation à l'initiative des États-Unis. Nous espérons que le dialogue puisse quand même être redémarré, poursuivi, et que cette rencontre aura lieu plus tard, parce que sans une telle rencontre, on peut difficilement espérer un progrès considérable dans la solution de ce problématique très important, non seulement régional, mais je dirais planétaire, à savoir la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Donc tous ensemble, nous allons travailler à ce que les positions des États-Unis et de la Corée du Nord soient rapprochées. Et dans ce contexte, il serait peut-être opportun de revenir aux mécanismes précédents qui ont fait leurs preuves pour promouvoir voilà, les résultats positifs sur cette voie. Et en ce qui concerne l'Iran, la position de la Russie est bien connue. Nous pensons que cet accord doit être préservé, l'accord sur le nucléaire iranien. Et comme Emmanuel vient de le dire, tout le monde le sait, récemment j'ai rencontré le directeur général de l'AIEA qui m'a confirmé dans une conversation privée l'Iran respecte tous ses engagements contractés. Et à cet égard, la question se pose. Alors, quel est le fondement pour en fait saper cet accord? Les conséquences, à mon avis, peuvent être vraiment déplorables, mais nous saluons non seulement l'approche de la France, mais de toute l'Europe, voilà, qui vise à préserver cet accord. Nous comprenons que ça ne va pas être facile. De sa part, la Russie n'a jamais approuvé des démarches unilatérales, des sanctions unilatérales, et la Russie elle-même n'a jamais imposé de sanctions unilatérales. Elle ne les a jamais mises en œuvre, quelles qu'elles soient. Donc toute restriction, toute limitation à l'égard des États souverains, conformément au droit international en vigueur et conformément à la charte des Nations Unies, ne peuvent être impliquées que par le Conseil de sécurité de l'ONU. Tout le reste n'est pas légitime. Et concernant les propositions formulées par le président de la République française, oui, nous en avons parlé au téléphone. Tout récemment, le président m'a exposé sa vision et je suis d'accord. Effectivement, on peut discuter le programme des missiles balistiques de l'Iran, on peut discuter de sa politique dans la région, les activités nucléaire après 2025. Mais dès le début, j'ai aussi présenté ma position. Et ce que j'ai compris, le président français était d'accord. On ne peut pas mettre en dépendance ces trois paramètres avec la préservation de l'accord sur le nucléaire iranien. Parce que si on le fait, cela veut dire que nous-mêmes, on sort en fait de cet accord, parce que l'accord qui existe déjà ne prévoit pas de conditions supplémentaires. Donc aujourd'hui, j'ai réaffirmé une fois de plus ma position, et si j'ai bien compris, le président Macron, il est d'accord. Après, pour parler avec l'Iran de toutes ces questions, les consultations préliminaires sont nécessaires. Il faut d'abord recevoir l'approbation des partenaires iraniens pour ce genre de discussion. Le président français va le dire, mais ce que j'ai compris, les négociations préliminaires avec l'Iran nous montrent qu'un tel dialogue est possible. Sur l'annulation du sommet du 12 juin entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique, je n'ai pas plus d'explications que cela sur la décision qui a été prise, et donc je ne peux pas la qualifier.
mais il importe que les efforts entrepris depuis plusieurs semaines se poursuivent. Et donc mon souhait, c'est que le processus engagé de diminution de la tension dans la région, de diminution du risque et d'engagement vers un processus de non-prolifération et de dénucléarisation puisse se poursuivre. Je souhaite que la communauté internationale puisse y jouer tout son rôle. La Chine a joué un rôle important ces derniers mois et j'ai eu l'occasion de remercier le président Xi pour le rôle qu'il avait su endosser pour à la fois mettre une pression qui était nécessaire et appeler au calme dans toute la région. Je pense que la Chine continuera à jouer ce rôle. La France est totalement disposée à aider et à œuvrer, mais je pense que c'est à la communauté internationale tout entière, dans le cadre multilatéral, et sans doute les Nations Unies ont-elles, dans ce contexte, un rôle tout particulier à jouer, à œuvrer. Et donc, je souhaite que ce ne soit qu'une péripétie dans un processus qui doit se poursuivre et dont nous connaissons l'objectif ultime, qui est cohérent avec nos objectifs internationaux et indispensable pour la région. Donc je ne souhaite pas que nous nous arrêtions là, mais que nous puissions poursuivre tous ensemble ce travail indispensable. Pour ce qui est donc de l'accord nucléaire iranien et des autres sujets, je me retrouve parfaitement dans les propos qu'a tenus à la fin de son intervention le président Poutine. Je ne parlerai pas d'élargissement, je parlais de compléter l'accord de 2015, parce que, et c'est d'ailleurs une partie des accords qu'on peut avoir avec la position américaine et le choix qui a été fait, je n'ai jamais mis en risque l'accord du 14 juillet 2015. Je pense que c'est un bon accord sur les activités courantes nucléaires. Et donc c'est pour ça qu'il faut le garder et que nous restons dedans. Et que d'ailleurs personne ne m'a proposé mieux sur la partie activité nucléaire courante. Donc je pense que celui-ci, il faut le garder et je ne propose pas de le renégocier pour l'élargir, je propose de le compléter. Et c'est, je vous le ferai remarquer, la proposition de la France depuis le mois de septembre 2017, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Dès septembre 2017, j'ai proposé qu'on ouvre ce chemin et donc qu'on puisse le compléter par des travaux sur le nucléaire post-2025, par le balistique et l'activité régionale. Nous sommes d'accord pour avancer ensemble sur ce point et nous partageons le constat de la nécessité de le faire, mais vis-à-vis des Iraniens, on ne peut être crédible pour ouvrir ces 3 chantiers complémentaires que si on sait collectivement respecter le chantier qu'on a ouvert, qu'on a mené à son terme, sur lequel on a signé un accord. Et là-dessus, il faut tous qu'on soit responsable collectivement. Quand on mène 10 ans de négociations, qu'on arrive à un accord sur un sujet, on ne peut pas le déchirer 2 ans plus tard et dire on va tous les reprendre maintenant. Bon. Donc, nous sommes tous les deux d'accord pour dire nous défendons l'accord de 2015. Nous sommes, je crois pouvoir le dire, tous les deux d'accord pour dire nous devons élargir les sujets de discussion avec l'Iran. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire il est indispensable de préserver l'efficacité et le cadre de 2015 pour être crédible dans cette négociation. J'ai commencé à discuter avec le président Rouhani de ces 3 sujets et je souhaite que nous puissions enclencher, avec les partenaires qui y seront prêts, ces voies de dialogue qui permettront à terme un cadre d'accord beaucoup plus large. Et pour moi, l'objectif que nous devons viser à terme, c'est un ensemble complet où on aurait l'accord de juillet 2015 complété par 3 accords ou cadres stratégiques. Voilà. Et je crois pouvoir dire que nous sommes d'accord sur ce sujet. Так, продолжаем. Российские журналисты. On continue, les journalistes russes, donc l'agence de presse Interfax. Bonjour, l'agence Interfax. Ma question s'adresse à chacun des présidents. Monsieur Poutine, vous avez dit qu'aujourd'hui, vous avez parlé du sujet des sanctions américaines et de leur sortie de l'accord iranien. Peut-être vous avez aussi évoqué un projet commun franco-russe pour protéger les entreprises, pour qu'ils soient le moins affectés par les sanctions américaines. En général, comment les 2 pays peuvent agir communément
communément dans cette direction. Et Monsieur Macron, quelles mesures vous envisagez prendre pour protéger les entreprises françaises contre les sanctions possibles américaines suite à la coopération avec l'Iran? Et en général, comment vous voyez l'avenir de l'accord nucléaire iranien après la sortie des États-Unis? En ce qui concerne la pression de sanctions, comme j'ai dit, nous n'avons jamais reconnu des restrictions unilatérales. Il suffit de voir la charte des États-Unis et la lire. Chacun qui sait lire va comprendre que toutes sanctions unilatérales ne sont pas légitimes. C'est aussi notre vision et elle le sera toujours. Bien sûr, cela porte atteinte à l'économie internationale. Aujourd'hui, au Forum, on en parle beaucoup et demain, je crois, ce sujet sera élaboré plus en détail. En fait, l'un des slogans du Forum, c'est justement éliminer cet aspect politique de l'économie internationale pour assurer sa croissance par les moyens légitimes. Donc, accroître les efforts conjoints, c'est le seul moyen, en fait, de résoudre des questions sociales, politiques, en développant conjointement ce qu'on peut faire plus efficacement ensemble. En ce qui concerne les mécanismes concrets, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Sur notre question en matière de protection des entreprises françaises, plus largement européennes, suite aux sanctions américaines sur l'Iran, nous avons d'abord réaffirmé que nos entreprises elles agissent dans le cadre de la loi française et donc elles sont protégées par un engagement français signé et respecté. Ensuite, il convient en effet d'avoir des mécanismes plus efficaces en termes de compensation si ces entreprises devaient être sanctionnées. Et c'est le sens des décisions, des propositions faites par la Commission européenne la semaine dernière à Sofia que la France soutient pleinement. Une réactualisation du règlement de 1996 qui permet justement une protection efficace et réelle des entreprises qui feraient l'objet de ces sanctions, l'activation d'une aide au financement par la Banque européenne d'investissement et un mécanisme de financement pour les entreprises qui seraient victimes de sanctions ou de pénalités en raison de leur présence. Et donc, l'Europe est en train de se doter de mécanismes très concrets auxquels je suis pour ma part attaché, parce que je souhaite que nous ayons une plus grande souveraineté économique et financière européenne. Donc la France défend très clairement ses intérêts et ses entreprises. Et l'Europe est présente, mais doit créer des mécanismes encore plus opérationnels qu'elle n'en a aujourd'hui, ce que nous avons acté la semaine dernière. Et donc c'est dans cette direction que je souhaite que nous avancions de manière très concrète. Sur l'accord nucléaire, je me suis exprimé longuement en répondant à la question précédente. Je pense que l'accord nucléaire de 2015 est aujourd'hui mise dans une situation à risque par la décision américaine, mais je veux voir les éléments d'optimisme. Premièrement, jusqu'à présent, Téhéran a décidé de rester dans l'accord et n'a pas repris d'activité, ce qui est à mes yeux un élément fort, d'abord de responsabilité de leur part et de crédibilité. Deuxièmement, l'Agence internationale d'énergie atomique a réaffirmé que, selon ses enquêtes, l'Iran était toujours dans le cadre de l'accord et respecté, au vu des dernières enquêtes et de sa présence. Deuxième élément d'optimisme. Troisième point, l'ensemble des autres signataires ont réaffirmé leur volonté de rester dans l'accord, de le faire vivre, de le faire exister. Et il y a les solutions que j'évoquais pour nos entreprises. Et quand d'autres entreprises qui sont exposées au marché américain ont décidé parfois de quitter l'Iran pour des raisons légitimes et qui leur appartiennent, à chaque fois des accords sont en train d'être trouvés avec des partenaires d'affaires non européens ou américains qui permettent à l'Iran d'avoir une garantie de résultat. Donc pour toutes ces raisons, je pense que nous pouvons tenir le cadre de cet accord, le faire prospérer, et c'est en tout cas mon souhait. Christophe Decroix pour RTL. Bonsoir. Cette visite intervient le jour où la commission d'enquête néerlandaise conclut que le vol MH17 abattu au-dessus du Donbass l'a été par la 53e brigade antiaérienne de l'armée russe. Monsieur le Président Poutine, quelle est votre réaction tout d'abord?
Et M. Macron, est-ce que cette information peut, selon vous, compliquer les tentatives de rapprochement avec la Russie? Par ailleurs, Monsieur le Président Macron, vous avez ce soir, je crois, des rendez-vous avec la société civile, avec des organisations des droits de l'homme. Est-ce que ces rendez-vous sont maintenus? J'aurais aimé savoir comment Monsieur le Président Poutine réagissait à ces rencontres et si l'appel lancé par ces ONG pour la libération de M. Sentsov et Titiev pouvait être entendu par M. Poutine ou pas du tout. Enfin, question également aux deux présidents. Vous avez évoqué les cyberattaques ensemble. Il y a eu récemment un rapport américain qui accuse une nouvelle fois la Russie, qui demande de nouvelles sanctions. Est-ce que vous craignez l'un et l'autre qu'il y ait sur ce sujet-là aussi une escalade? Merci. Excusez-moi, de quelle décision vous avez parlé? Est-ce que vous pouvez préciser une fois de plus? À propos de cyberattaques ou du MH17? De quel avion s'agit-il? L'avion de la Malaysian Airlines, qui avait été abattu au-dessus du Donbass, en Ukraine. Vous savez, toute la journée, on a travaillé. Désolé, je ne connais pas les détails de cette décision de la Commission, mais je peux vous dire tout de suite, sans même en fait prenant connaissance de ce rapport, notre vision à l'égard de cette affaire est telle que suit. Nous avons dès le début proposé un travail conjoint de l'enquête pour enquêter sur cette tragédie, mais à notre surprise, on n'est pas admis à l'enquête. La partie ukrainienne y travaille, malgré le fait que l'Ukraine a violé les règles internationales et n'a pas fermé l'espace aérien au-dessus du territoire des hostilités. Mais l'Ukraine y participe, la Russie non. Voilà pourquoi nous ne savons pas ce qu'on écrit, ce qu'on dit, sur quoi se basent les conclusions de la Commission. Pour qu'on approuve les conclusions de la Commission, nous devons participer à part entière aux travaux de l'enquête. Mais de toute manière, nous allons, avec le respect dû, prendre connaissance des conclusions. Nous allons formuler notre réponse, mais pour l'instant, je n'ai pas vu le texte. Et la deuxième question, c'était... Sur la rencontre du président Macron ce soir avec un certain nombre d'ONG sur les droits de l'homme, à savoir si vous étiez prêt à demander la libération. Vous avez aussi posé la question sur M. Sentsov. Monsieur Sentsov a été arrêté pour la préparation des attentats terroristes et pas pour ses activités de journaliste. Et je suis vraiment surpris pourquoi vous, les journalistes français, ne vous posez pas de questions sur les limites posées aux activités de journalistes ukrainiens. Tout récemment, votre collègue a été arrêté, c'était un journaliste russe, et on l'accuse en fait de la trahison nationale pour sa position publique et pour son travail en tant que journaliste. Alors, son destin ne vous intéresse pas pour une raison incompréhensible. C'est un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Il faut vraiment accorder une attention à tout ce qui se passe sur n'importe quel continent. Nous savons que les journalistes courageux travaillent dans les conditions de conflit, par exemple, et risquent leur vie. Certains perdent leur vie. Et nous avons beaucoup de respect pour ces personnes. Et nous pensons que leurs activités, leur vie doivent être protégées. De notre part, nous allons tout faire pour ça. Mais soyons objectifs. C'est vraiment la seule façon de régler les problèmes, sinon il n'y aura jamais de confiance. Il y avait des cyberattaques. Vous parlez des cyberattaques, des attaques mutuelles dans les masses médias. L'action est toujours
rencontré par la contraction. Чтобы не было противодействия, которое кому-то не нравится, нужно договориться о правилах этих действий, о правилах поведения в тех или иных сферах. Вот когда-то, когда человечество изобрело ядерное оружие, атомную бомбу, все поняли, насколько это опасно, и договорились о том, каково должно быть правило для того, чтобы не случилась трагедия. Вот сейчас совершенно очевидно, что киберпространство — это важнейшая сфера жизни, деятельности миллионов людей. Давайте договоримся о том, как мы здесь будем работать совместно. Договоримся об общих правилах, выработаем механизмы контроля соблюдения этих правил. Вот мы сегодня с господином президентом об этом говорили и договорились о том, что мы попробуем, предпримем необходимые усилия для того, чтобы пойти именно по этому пути. Élaborer ces règles pour prendre ce chemin. Sur la première question que vous avez soulevée, donc le MH17, d'abord je veux avoir évidemment une pensée pour les familles des victimes venant de nombreux pays, particulièrement en effet belges, néerlandais, australiens. L'information d'aujourd'hui, j'en prends note, et la France soutient pleinement les efforts de l'équipe conjointe d'enquête. Nous avons confiance en son impartialité. Le président vient de dire quelque chose d'important, c'est la volonté de coopération. Et donc je pense qu'à partir du moment où des clarifications ont été faites par l'équipe d'enquête, il y a des faits derrière qui ont conduit à cette prise de position. Et en pleine solidarité avec les Pays-Bas, je considère que le rôle en effet de la Russie, c'est d'adopter une attitude constructive dans cette affaire et de participer à la manifestation de la vérité, comme vient de le dire le président à l'instant. Et donc je me réjouis de son choix de coopérer, comme il l'a dit, à l'enquête. Et je crois que c'est un stade qui est important, mais sur lequel il y aura encore un travail judiciaire extrêmement long. Le deuxième point sur lequel vous m'interrogez, en effet, je rencontrerai tout à l'heure, de manière parfaitement transparente avec le président et ses équipes, à la fois des responsables d'ONG qui jouent un rôle important d'ailleurs dans la vie démocratique russe, en particulier l'ONG Mémorial, ensuite avec plusieurs écrivains, plusieurs intellectuels, en particulier Madame Solzhenitsyn, dans une année un peu particulière où la France fêtera aussi Solzhenitsyn dans quelques semaines. Et cet échange, pour moi, est aussi une manière de montrer que tous les dialogues sont complémentaires et que cette société civile, que nous avons d'ailleurs l'un et l'autre souhaité inscrire dans un cadre, celui du dialogue de Trianon, mais qui n'est pas exclusif, elle vit, elle propose des idées, il est important de pouvoir lui parler. Nous avons évoqué le sujet des droits de l'homme lors de notre échange, et les deux cas que vous avez mentionnés ont été soulevés, à la fois celui de M. Sentsov qui vient d'être rappelé par le président Poutine, comme celui de M. Serebrennikov qui fait l'objet aussi d'une mobilisation très forte et qui est, je l'ai dit, un point important. Je ne vous avais pas menti, Président, en disant que c'était deux sujets très sensibles dans notre pays, parce qu'il y a une communauté intellectuelle, artistique qui pense que c'est important. Et donc je souhaite qu'on puisse là voir comment nous pouvons utilement continuer à échanger. Moi, je suis sur ces sujets toujours sur la même ligne, c'est-à-dire celle de l'efficacité. Et je souhaite que dans les échanges que nous avons avec le Président, on puisse, à chaque fois que c'est possible, trouver des solutions concrètes qui permettent d'améliorer les choses. Il y a des arguments qui ont été donnés par le président russe un instant. Je ne suis pas en charge de la justice de ce pays, mais je suis, comme lui-même l'est sur d'autres sujets, en charge de ce dialogue franc et direct. Et donc j'espère que nous pourrons avancer sur ces points. Enfin, sur les cyberattaques, nous savons tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit. Nous les constatons. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est un problème d'ailleurs qui nourrit une partie de ce qui est des problèmes qui sont en train de naître dans nos sociétés en matière, on le sait bien, d'organisation parfois électorale, de droits de l'homme, parce que ces cyberattaques, elles ont des aspects industriels et économiques, elles peuvent avoir des aspects sécuritaires, elles ont aussi des aspects qui consistent à venir intervenir pour biaiser les débats ou bousculer
des sujets d'opinion à des moments sensibles. Il y a de toute façon une actualité et des débats à travers le monde qui nourrissent un début d'organisation en la matière. Mais là aussi, moi, je veux qu'on avance de manière pragmatique et nous sommes tombés d'accord sur ce point. Plutôt que d'opposer des débats publics, nous allons partager les informations pour régler les sujets concrets et nous inscrire dans une feuille de route que nous allons essayer de fabriquer ensemble. Donc, nous avons des informations, le président Poutine en a aussi par ses équipes. Nous allons les croiser et procéder à un travail qui a sa part de confidentialité, mais que nous allons tenter. Moi, je crois en tout cas que c'est possible et que ce travail permettra aussi de construire les bases d'une régulation de ce cyberespace qui est indispensable. Parce que si on n'arrive pas à construire, là aussi, les bases de règles communes qui évitent les comportements inacceptables, on sera toujours à traquer les événements ou ces comportements. Et donc, il faut aussi qu'on puisse donner à nos acteurs économiques, industriels, étatiques, des règles du jeu communes, officielles, comme nous l'avons fait sur beaucoup d'autres sujets. Donc, je pense que l'initiative que nous avons prise aujourd'hui, elle est utile et elle n'est en rien fragilisée par des rapports qui existent par ailleurs sur ce sujet, parce que c'est une initiative là, concrète et d'action que nous avons adoptée. Et nous finissons notre conférence par une question de la part des journalistes russes. Je vous en prie, la chaîne La Russie. Bonjour, Pavel Zarubin, La Russie. J'ai une question pour les deux leaders. Vous avez parlé en détail de votre discussion sur la Syrie. Comment pensez-vous, est-ce qu'il y a des chances de règlement politique? Quelles sont ces chances? Vous avez parlé aussi de l'Ukraine. Nous voyons que les accords de l'Ukraine ne s'accomplissent pas, mais est-ce qu'on peut, dans le temps qui vient, attendre une rencontre des leaders de Normandie? Si oui, c'est quand? Et est-ce qu'il y a des prémices de règlement? Monsieur Macron, dans le temps qui vient, il y aura la Coupe du Monde en Russie. Est-ce que vous allez venir pour soutenir votre équipe? Merci beaucoup. En ce qui concerne la Syrie, c'est une question complexe. C'est un conflit qui dure depuis des siècles, depuis longtemps, et c'est une crise profonde. Il y a des origines du conflit à l'intérieur des pays aussi bien qu'à l'extérieur, mais il faut être optimiste. Il faut essayer de régler ces conflits par des voies politiques. On ne peut pas établir une paix à long terme sans que tous les côtés en conflit dans le pays tombent d'accord, trouvent une entente. Nous ferons tout le possible pour aider à ce dialogue substantif, sincère, efficace. En ce qui concerne le Donbass, le processus est lent, c'est vrai. Et nous voyons, et j'y suis convaincu, qu'aujourd'hui les autorités à Kiev ne cherchent pas un règlement. Une politique intérieure à l'extérieur voit ces changements compte tenu des élections présidentielles. Mais il n'y a pas d'autre instrument que les négociations à Minsk et le format Normandie. La Russie est prête à le soutenir. Nous sommes prêts à se rencontrer. Mais évidemment que chacune de ces rencontres doit être bien préparée. Et il doit apporter des fruits. Mais le dialogue est toujours meilleur qu'une confrontation. Sur la Syrie, j'ai exposé tout à l'heure assez longuement comment je voyais les choses, et y compris les convergences également en termes de procédures que nous avons actées avec le président Poutine et la mise en place de ce mécanisme de coordination. En effet, sur le plan du traitement politique, il nous faut maintenant préparer l'après-guerre et gagner la paix en Syrie. C'est ça le défi. Nous allons achever, et un retard a été pris par rapport à nos objectifs initiaux en raison d'autres zones de conflit qui ont émergé en début d'année, mais nous allons achever cette année la lutte contre les terroristes islamistes, et en particulier Daesh. Et donc la clé, c'est de construire cette Syrie stable, politiquement inclusive, qui permettra seule la stabilité de la région.
Pour ce faire, je crois que nous partageons quelques principes communs. Avancer sur une modification, une nouvelle constitution qui permettra de penser cette Syrie politique inclusive, comme l'a proposé la Russie, c'est quelque chose avec quoi je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne méthode, parce qu'elle fixera les règles. Aller vers des élections pour que le peuple syrien puisse choisir son destin souverainement, j'y suis favorable sur cette nouvelle base. Et être attaché à ce que tous les Syriens puissent participer au vote, et donc y compris tous les Syriens qui ont fui, et les millions de Syriens qui sont en Jordanie, au Liban, en Turquie, mais également en Europe ou par-delà l'Atlantique, c'est indispensable. Et je crois que nous sommes d'accord aussi sur ce point. Et donc il nous faut nous mettre d'accord avec les représentants du régime actuel, qui ont la légitimité contemporaine, en prenant en compte aussi les forces rebelles que j'ai pu recevoir il y a quelques semaines, et l'ensemble des forces démocratiques d'opposition, et en ayant un dialogue avec toutes les puissances régionales qui sont intéressées à cette stabilité. Et ce faisant, les dialogues que nous avons, l'un avec le régime, l'autre avec les forces d'opposition démocratique syriennes, et cette volonté d'articuler les deux mécanismes d'Astana et du Small Group me paraît être de nature à répondre à ces objectifs. En tout cas, les prochains mois seront déterminants en la matière. Sur l'Ukraine, je souscris à ce qui a été dit en termes de procédure. Les accords de Minsk sont la bonne base. Nous connaissons les pas à faire. Le format Normandie est un bon format. Simplement, on ne peut le faire au niveau des chefs d'État et de gouvernement que si des résultats sont accessibles et donc si des avancées ont été préparées par les équipes techniques et les ministres et sont envisageables. Et c'est tout le défi des prochaines semaines. Mais je crois que nous tombons d'accord pour dire qu'il n'y aurait pas une nouvelle base, en quelque sorte, sur laquelle nous puissions inventer de nouveaux compromis. Nous savons ce sur quoi cheminer sur le sujet du Donbass. Il faut maintenant qu'il y ait des efforts mutuels et un cheminement qui soit envisageable. Enfin, mon souhait est de pouvoir venir soutenir l'équipe de football dans votre pays. Je ne serai pas dès l'inauguration, mais si l'équipe de France passe les quarts de finale, je viendrai la soutenir. Et donc, comme je suis d'un naturel optimiste et confiant, et que j'irai dans quelques semaines rendre visite à Didier Deschamps et l'équipe qu'il a sélectionnée, je pourrai leur faire part de cet engagement et leur donner des objectifs précis de rendez-vous en Russie, ce qui me donnera aussi une occasion de revoir le président Poutine en suivant les exploits de l'équipe de France, je l'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.